It's okay. Vas-tu nous faire un petit... Oh! Je sais pas. Ça fonctionne. Allô? 1, 2. Allô, allô? Ça marche-tu? Oui! Oui, vous nous entendez en arrière de la salle, là, ça va? Yes! Hey, Pas trop pire non plus, l'expérience. ouais. Ça va. C'est officiel, là, Suzy? On est micé. Alors, bien le bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire bonjour, les amis. J'ai comme le feeling qu'on est en famille. Fait que bienvenue à notre présentation. Je suis Suzy Tapp, accompagnée de ma collègue Emmanuelle Alain Bilodeau. C'est peut-être un petit syndrome de l'imposteur qu'on partage toutes les deux aujourd'hui, mais on voulait prendre le temps de vous dire qui on est, nous autres, parler de nos profils un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ici sur le stage, parce qu'on n'a pas d'expérience à proprement dit là, directement dans des équipes techniques de développement informatique, mais toutes les deux, on a plusieurs années d'expérience en RH, ressources humaines, spécialisées aussi là, dans les entreprises en technologie de l'information. On est certifié aussi ICP ARH, qui est une formation RH agile. Je pense qu'on peut le dire, là, il y a 7 jours, on a gagné un FIDEID sur les RH pour les meilleures pratiques ressources humaines. On capotait. Vous aviez peut-être lu le programme, là, mais on voulait vous mettre à jour au cas où. Bonjour, contente d'être ici, un petit peu nerveuse quand même, ça se peut que ça paraisse un peu, mais pour la fluidité de la présentation aujourd'hui, je vais être Manu pour vous parce que c'est assez rare que Suzy m'appelle Emmanuelle, de tout mon nom. Fait que si je dis Emmanuelle, Manu, c'est la même fille. C'est la même personne pour vous. J'ai pas 2 collègues. Puis aussi, juste mentionner que le terme RH, là, ressources humaines, c'est même pas très naturel pour nous de l'utiliser. Chez Logisphère, on a choisi plutôt d'utiliser les termes culture et engagement pour parler du département dans lequel on travaille, Manu et moi. Puis ça m'amène aussi à vous dire que le vocabulaire utilisé va être très important aussi quand on va parler de culture, hein. Faut y prêter attention quand on vient pour cheminer dans des approches comme ça. Vous allez probablement sentir dans notre présentation aussi l'utilisation des mots, là, on prend bien soin de ça aussi. Mais bon, pour nos besoins d'aujourd'hui, on va utiliser le mot RH, le mot ressources humaines pour se comprendre entre nous. Puis à main levée, qui ici dans la salle a un rôle de ressources humaines ou gravite pas loin de ces équipes-là? Là? Oh, quand même! Yeah! C'est bien, bienvenue. C'est votre première Agile Tour aussi, par curiosité, on dirait que j'ai envie de vous le demander, oui? C'est bon, mais on espère vous revoir. Pour Suzy et moi, c'est notre première conférence. On est des conférencières juniors. On est ici devant vous avec pas mal toute notre vulnérabilité. Je vous le dis, là, c'est pas mal toute là. Je vous souhaite quand même une bonne conférence hein, avec nous autres. Merci. Vous me faites du bien quand même, hein, vraiment. Puis là, d'habitude, le clicker fonctionne aussi. Oui, hein? Fais-tu ça? Oui, on va faire ça, je pense. Oh. En tout cas, j'ai des batteries, mais je pense t'as pas même mis que ça vaut la peine. T'as raison. Je vais continuer à vous parler pendant ce temps-là parce que je suis une pro de l'improvisation. En aperçu des sources qui nous ont inspirés. Vous allez voir aussi, on a beaucoup de références à Agile People quand même, là, de Pia Maria Torrent, si vous ne la connaissez pas, parce que notre formation, dans le fond, la certification qu'on a passée, moi et Manu, était basée sur cette formation-là. Puis vous voyez, je la trouve intéressante, là, je l'ai sortie, on a notre manifeste Agile, à nous aussi, pensé par la gang d'Agile People. Sinon, nos réflexions aussi là, vont avoir été influencées par le Modern Agile, le Management 3.0 de M. Appello, un petit peu le Beyond Budgeting, puis quand même pas mal là, par Frédéric Laloux, puis son évolution là, des modèles organisationnels, plus précisément le concept des entreprises libérées,
qui se trouve être au niveau évolutif là, le stade à aller rechercher. Puis on voulait vous rassurer, comme ça, en vous parlant des sources, qu'on s'était basé aussi sur des choses que vous connaissez au niveau de l'agilité, pas des manuels de psychologie obscurs, RH. Puis pourquoi on veut vous parler de culture agile aujourd'hui, mais surtout de ressources humaines qui sont agiles? C'est parce que personne, pour nous autres, personne ne peut vraiment prétendre avoir une culture agile si les RH elles-mêmes ne sont pas profondément imprégnées de ce mindset-là. Vous verrez sûrement là, quand même aujourd'hui plusieurs correspondances là, avec les propos des conférenciers des derniers jours. Ça doit être bon signe, là, notre matériel est pertinent. Puis grâce à nous, mais vous allez avoir comme un résumé des deux dernières journées. On veut soutenir, dans le fond, l'importance puis inspirer les gens à se mettre vraiment dans un état d'esprit agile pour aborder le monde VUCA d'aujourd'hui. VUCA, en anglais, là, je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. T'sais, le monde a changé, mais est-ce qu'on a fait évoluer nos façons de gérer en même temps? Il faut vraiment se poser la question là, au niveau de l'organisation. On construit encore bien souvent, par réflexe, des systèmes prévisibles qui sont censés répondre à un environnement qui est imprévisible. Vous l'avez déjà entendu, celle-là aussi. Fait que dans un monde VUCA où toutes les connaissances sont disponibles tout le temps, bien, on doit apprendre tout le temps. Fait que les organisations qui peuvent, elles, apprendre plus rapidement que les autres, bien, c'est sûr qu'ils vont s'en sortir gagnantes là, dans toute cette agitation-là. Une organisation apprenante, c'est vraiment un avantage concurrentiel. C'est ici que les RH peuvent se distinguer en abordant directement ces enjeux-là dans les organisations. Parce que les RH, elles peuvent faire évoluer le management, puis les RH, elles peuvent mobiliser les équipes aussi dans cette dynamique-là de changement. Ces organisations-là apprenantes, puis qui apprennent, qui s'adaptent, bien, on va s'en sortir mieux parce que c'est en expérimentant, puis en apprenant qu'on grandit, puis ça permet aussi de comprendre ce qui ne fonctionne pas. On l'a fait, puis on l'a expérimenté. On est maintenant en mesure de vous confirmer que les RH peuvent participer à créer des conditions préalables pour rester compétitifs et innovants dans un rythme qui change à une vitesse exponentielle. C'est de cette expérimentation-là dont on va vous parler aujourd'hui en vous présentant notre étude de cas, à nous chez Logisphère. C'est pendant un focus group avec notre gang, avec les employés, qu'on a pu cibler, dans le fond, les démarches RH agiles les plus significatives pour eux. Puis, on vous les présente là, dans les prochaines minutes. D'abord, on va vous parler des bases et des concepts sur lesquels on s'est appuyé pour entamer nos initiatives RH agiles. Selon nous, c'est une grosse partie de notre succès puis qu'on a rencontré. Puis on s'est dit que ça serait intéressant de vous présenter de où on est parti. Petite parenthèse ici, là, je vous explique le contexte de notre entreprise. Là, chez Logisphère, on fait majoritairement de la consultation. Okay? On vient porter main forte aux clients. Donc, toutes nos démarches RH agiles ont été faites dans un contexte d'entreprise en consultation. Fin de la parenthèse. Donc, sur la belle diapositive ici, vous voyez un beau pot de saucisses spaghetti. C'est pas de la crème glacée, là, aujourd'hui qu'on vous parle. Ça va vous ouvrir l'appétit probablement pour ce soir. Donc, si vous allez voir tout au long de notre présentation, ça l'inspire pas mal toutes nos slides, puis il y a pas mal la thématique qui suit avec ça. Donc, on vous présente notre recette de sauce à spag aujourd'hui, notre retour d'expérience qui correspond certes à nos besoins, puis avec nos ressources. Puis ici, bien, je ne parle pas d'individus ou de personnes, hein, on se comprend bien. On sait en plus qu'une recette de sauce à spag, bien, ça ne se compare pas. Hein. Celle de notre maman est toujours, bien entendu, notre préférée. Sachez aussi que on est retourné à la cuisine souvent. Il a fallu qu'on peaufine nos idées, qu'on réessaie, qu'on se réinvente, qu'on s'adapte. Puis c'est comme ça que nos apprentissages se sont maximisés. On en a fait des batchs de sauce à spag. Puis
Maintenant, on est en mesure de vous présenter c'est quoi notre recette. Ça n'a pas pris 3 semaines non plus faire ça. Hein? On parle de projets testés et vécus sur 3 ans à peu près. Fait qu'on revient quand même une couple de mois en arrière. On espère que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui ne sera pas jugé, mais sera peut-être plus vous inspirer pour vous-même faire votre recette qui goûte bon. Je pense que c'est ça à retenir. Hein? Ça a pris 3 ans. Ne pensez pas qu'on vient de faire ça la semaine passée. Là. Comme dans toute bonne recette, on retrouve des ingrédients de base. Pour nous, les ingrédients de base, c'est les bases puis les concepts sur lesquels on s'est appuyé, comme Manu l'a dit il y a quelques instants. Pour nous, c'est l'état d'esprit, c'est les valeurs véhiculées par l'entreprise, c'est la sécurité psychologique aussi. Ces choses-là, elles ne vont pas changer, elles vont toujours rester là. C'est les assises, c'est les fondements de nos projets RH Agile. Puis on vous les présente tout de suite. Premier ingrédient de base, dans le fond, l'état d'esprit, un visuel que vous avez peut-être déjà vu aussi, qui rappelle à quel point l'état d'esprit, c'est vraiment capital quand on souhaite entreprendre un virage agile. On dit il y a quelques instants que le mindset des RH là, est important, mais on va aller un petit peu plus en détail là-dessus. Oui, cet état d'esprit-là, ce mindset-là a été, sans contredire, une condition de succès pour nous, chez Logifère. Déjà, dans l'entreprise, nos gestionnaires font preuve d'une ouverture d'esprit. Déjà, ça fait bien, on va se le dire. Ensuite, ils ont eu l'instinct agile, ils ont eu envie d'essayer avec nous. Puis, des fois, ils nous ont regardés avec des grands yeux, Suzy et moi, en se disant, OK, on embarque. Puis, se sont avérés de véritables porteurs de messages, puis ont prêché par l'exemple. Juste en dessous de l'état d'esprit, on retrouve les valeurs. Nos valeurs, on les a revues là aussi dans nos différents travaux RH Agile. On voulait vraiment, au départ, avoir une base très solide, là, pas juste une belle vitrine agile. Fait qu'on voulait effectuer les changements là, dans l'ADN même de la compagnie. C'est par là que ça passe, puis c'est vers ces valeurs-là, dans le fond, qu'on se tourne quand on se pose des questions. Ça nous prenait quelque chose dans lequel on croit et qui est assez solide. Mais après ça, les principes, les pratiques, les outils et les processus sont venus ensuite guidés par ces valeurs-là. C'est ça qui a donné tout le sens, dans le fond, à nos démarches. Toujours dans l'état d'esprit, on trouvait intéressant de souligner les principes sur lesquels repose le mode de gestion des entreprises libérées. Parce que depuis le début, c'est un concept qui a intéressé les associés. David et François, on en parle depuis tantôt, mais ils sont ici derrière. Nous autres, on est gênés, mais eux autres aussi, ils peuvent avoir le regard tourné vers eux. Puis on voulait juste aussi faire un petit aparté. Un petit aparté. Faites attention, on est inspiré des entreprises libérées. On ne prétend pas être une entreprise libérée. Ceux qui connaissent ça savent que c'est quand même difficile à atteindre. On n'est pas loin, mais si vous avez des questions pour la fin, sachez qu'on ne l'est pas à 100% non plus. Puis l'entreprise libérée, dans le fond, là, pour la résumer en quelques mots, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler, là, c'est un peu d'en arriver à une culture qui redonne le pouvoir aux employés. C'est d'en faire des réels intrapreneurs là, dans l'organisation. Puis pour y arriver, il faut leur donner les moyens puis les outils pour le faire, bien entendu. L'objectif du management à ce moment-là, c'est d'intervenir plutôt comme un servant leader, parce que le leadership est trop important de toute manière pour être laissé aux gestionnaires, comme le dit M. Appello. C'est dans cette culture-là qu'on a choisi de vivre là, chez nous. On utilise vraiment aussi le cerveau de tout le monde dans l'organisation pour penser collectivement. Puis on se met au service des employés pour faire vivre leurs idées puis répondre à leurs besoins et préoccupations. Yes. Cette culture-là, on l'a aussi basée sur des attentes envers nos collaborateurs. Hein? On s'attend d'eux, pour obtenir un succès comme organisation, à ce qu'ils fassent preuve d'auto-organisation, d'engagement et de responsabilisation. Yes, on fait ça vraiment tout le monde ensemble. Les voici maintenant, nos belles valeurs. Le deuxième ingrédient de base de notre recette, super important. Vous remarquerez que c'est des valeurs qui vivent très bien dans un environnement qui se veut agile et humain. Bienveillance, authenticité, générosité. Je pense sans contredit que tout le monde est d'accord pour dire que c'est des belles valeurs humaines.
Fait qu'on on offre la possibilité à notre monde de prendre position dans l'entreprise par l'entremise de leur bon jugement, bien entendu, mais aussi au travers de ces valeurs communes-là. Pour nous, au RH, puis pour nos leaders dans l'entreprise, c'est aussi un moyen évident de faire grandir les gens chez nous. Comment tu ne peux pas devenir une meilleure personne si tu bases tes réflexions et tes actions sur ces 3 belles valeurs-là? Puis aussi, ces valeurs-là, on les exprime puis on les évalue dès le recrutement de nos nouveaux collègues. Puis on va même aussi s'en inspirer puis se laisser influencer par elles dans nos choix de clients. Dans notre sélection de collaborateurs, on va vraiment venir essayer de trouver la correspondance culturelle. Parce que si on veut maintenir cette culture-là qui est forte, qui est claire, bien, c'est important aussi de s'allier de gens qui vont partager ces motivations-là puis ce qui nous tient à cœur. Suzy vient de vous parler du 2e ingrédient de base pour se lancer vers des pratiques RH agiles. Maintenant, c'est à mon tour de vous parler du 3e fondement de notre recette. Je vous parle de la sécurité, de la confiance qu'on peut avoir à partager ouvertement avec nos collègues et un peu aujourd'hui avec vous. Parce que la sécurité psychologique est à considérer obligatoirement quand on se lance dans des initiatives RH agiles, assurément, mais aussi dans n'importe quel projet professionnel ou de vie, à vrai dire. Est-ce que vous êtes déjà dit avant d'aller dans une rencontre professionnelle ou une rencontre de famille, des fois, hein? Bon, là, je marche un peu sur des œufs. Je vais faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Je vais rester plus en mode écoute. Non, je me lance. Je prends position aujourd'hui. Partager sa vulnérabilité, dire que tu ne le sais pas, que tu ne comprends pas, que tu aimerais savoir, que tu as fait une erreur, tout simplement. C'est pas facile. Puis quand tu le fais et tu es à l'aise, bien, ça amène un climat qui va favoriser la confiance et la coopération. Ça permet de construire la sécurité. Quand je fais partie d'un environnement qui est sûr pour moi, hein, bien, à ce moment-là, je vais être en mesure de créer de la valeur autour de moi. Si je me sens à l'abri, puis bien, ça va me permettre, dans le fond, de me retrouver dans un état qui va me permettre d'avoir un réel impact humain autour de moi. Par exemple, sur le plan individuel, si je me sens acceptée, que je fais partie de l'équipe, je vais vivre la reconnaissance, je vais être à l'aise, puis je vais pouvoir aussi en donner. Ce qui va avoir un impact positif, de façon évidente, sur ma motivation et sur mon engagement auprès de mon équipe. Donc, la sécurité psychologique a vraiment un impact sur l'équipe. Si je me sens en confiance, bien, je vais être en mesure d'aborder les sujets plus franchement avec les autres. Je vais me donner le droit de ne pas être en accord avec eux autres. Puis je vais proposer des nouvelles idées, puis je n'aurai pas peur de prendre des risques parce que je sais que les gens ne vont pas me juger. Ce qui va faire naître comme ça la collaboration puis beaucoup de créativité là, dans l'équipe. La quiétude puis l'assurance d'un collègue, là, ça a vraiment un impact sur l'organisation, sur l'environnement de travail puis sur le système. T'sais, on part de l'individu à l'équipe, à l'organisation, ça va être une chaîne de création de valeur qui va s'amorcer. On comprend que la sécurité psychologique, bien, c'est une démarche de co-responsabilité. Hein? Elle se fait ensemble, l'environnement puis ses membres. Pour que les gens puissent s'épanouir, ça nécessite avant un environnement qui le permet, assurément. Puis cet espace-là, bien, c'est la sécurité psychologique. Tu sais, c'est comme ta base dans ta recette. Si tu n'as pas ça, ça va aller moins bien. Même si tu penses que, tu sais, des fois, on fait une recette, puis il nous manque, par exemple, des œufs. Là, on va sur Google, là, puis on dit comment je vais faire mon gâteau sans mes œufs? Ça va sûrement marcher, puis ça va goûter sûrement aussi bon. Bien, tu ne peux pas faire ça avec la sécurité psychologique puis penser que ça va être délicieux. Tu ne peux pas. Quand cet espace-là sécuritaire il est créé, bien, il ne faut pas oublier de l'alimenter. Hein? Ça, c'est important. Pour le maintenir, il faut faire les efforts, il faut mettre les choses en place pour qu'elles vivent dans le temps, pour qu'elles soient toujours présentes. Dès le départ, au RH, puis l'équipe interne, bien, on s'est montré vulnérable. Hein?
on s'est imposé cette pratique-là, puis ça a ouvertement favorisé la même ouverture de nos collègues, des employés au sein de l'entreprise. Plaçons la bienveillance en avant-plan dans nos équipes pour que chacun de ses membres puisse se trouver en quête de plénitude, hein? Pouvoir être soi-même, s'exprimer librement, sans jugement ni attente. C'est ça. On va créer comme ça des conditions favorables vraiment pour permettre aux gens d'être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est à ça que ça sert, la sécurité psychologique, dans le fond. En plus des ingrédients de base, on ajoute des épices dans une recette pour qu'elle soit bonne. C'est souvent le bout le fun, on rajoute un peu de piquant à notre sauce. Puis nos épices, dans le fond, là, aujourd'hui, c'est notre expérimentation. C'est les démarches significatives là, qui ont été choisies par nos collègues, là, les employés dans le focus group, là, comme Manu l'a dit au départ. C'est ça, dans le fond, qu'on a assaisonné. Quand on a reçu les démarches significatives qui avaient été choisies, on s'est rendu compte qu'on pouvait comme les regrouper en 3 catégories. Là, puis c'est ça comme ça qu'on vous les présente aujourd'hui. On va vous parler de comment les individus créent des initiatives chez Logisphère, comment ils se développent et comment ils prennent des décisions. La première, comment les individus prennent des initiatives. Un exemple de pratique RH agile qu'on a expérimenté puis qui a permis aux gens vraiment de prendre action puis de s'impliquer concrètement dans l'entreprise, c'est les OKR, les objectifs résultats clés. Ces objectifs-là sur lesquels les employés peuvent vraiment avoir un impact puis favoriser la réalisation de ces objectifs. Ils peuvent vraiment faire la différence. Attention, les OKR, ce n'est pas des KPI, hein? Ce n'est pas des indicateurs de performance. C'est les objectifs que la direction souhaite atteindre et les résultats souhaités. Les KR, les résultats clés, c'est comment on mesure l'atteinte des objectifs énoncés. On va en voir tantôt. On donne une direction commune vers les cibles qu'on veut atteindre. On expose le quoi et le pourquoi. On souhaite atteindre tel objectif de notre trimestre. Puis, on laisse nos collaborateurs trouver le comment. Les employés doivent prendre des initiatives pour permettre à l'entreprise d'atteindre les objectifs. Puis, au RH, nous, on est là pour les supporter, ainsi que les gestionnaires. C'est ça. Fait que le but des OKR, en plus de favoriser la performance de l'entreprise, c'est d'engager puis d'inspirer les gens autour de cette vision commune-là, de cette direction qu'on partage ensemble. Puis vous comprendrez qu'en mettant ces objectifs-là très clairs et transparents, bien, ça porte à la mobilisation beaucoup. Là. Les gens ont envie de nous aider à réaliser les objectifs. Les employés chez Logisphère participent à construire l'entreprise, vraiment rien de moins. Les gens se sentent responsabilisés par ces initiatives-là. Puis on a besoin d'eux là, aussi là, pour prêter main forte pour la réalisation des résultats clés. Là. On ne peut pas faire ça tout seul. Ces OKR, ces objectifs-là qu'on a rendus plus clairs comme ça, nous ont permis de faire naître nos GI, groupes d'implication. Les GI, c'est comme des équipes un peu comme responsables, qu'on pourrait dire pour faire comprendre aujourd'hui. Ils ont vraiment matérialisé le concept de prendre des initiatives dans l'entreprise. J'ai vu des petits sourires. Là, vous avez vu le clin d'œil au logo des G.I. Joe là, pour rendre ça un petit peu plus ludique. Puis c'est un peu comme dans les organisations holocratiques comme ça, on se partage les responsabilités puis la gestion là, aussi au sein de l'organisation. Nos groupes d'implication, nos GI, sont vraiment constitués aussi d'individus qui sont motivés parce que c'est toujours à leur guise de s'impliquer ou non pour réaliser les objectifs. C'est des groupes aussi qui sont multidisciplinaires parce que les gens qui composent les GI, ils ont tous des profils différents. Un développeur, si on prend cet exemple-là, pourrait s'impliquer dans une initiative au niveau du développement des affaires, par exemple, s'il y a des idées à partager ou un réseau de contacts particulier. Un Scrum Master aussi pourrait choisir de s'impliquer dans une initiative au niveau du recrutement ou du marketing s'il y a des compétences ou un intérêt là, de le faire.
On fait confiance aux gens sur le terrain. On garde les choses simples, là, encore une fois. Puis on observe une communication fluide là, entre toutes les GI et la gestion interne. Là, c'est peut-être encore flou, mais on va y arriver. Là, on va vous donner des exemples concrets de tout ça là, pour rendre ça plus clair. Parce que les gens ont commencé à lever la main pour donner des idées pour atteindre les objectifs. Parce qu'à un moment donné, on a eu une rencontre et on leur a posé la question, ouvertement. Puis ça a fait naître plein d'initiatives. Puis les volontaires se sont regroupés en GI pour faire vivre ces idées-là. Par exemple, là, ce que vous avez devant vous, on avait choisi d'atteindre un objectif qui était d'augmenter et diversifier notre clientèle. Là, on s'est demandé comment on allait mesurer ça, comment on allait y arriver. Bien, parmi les résultats clés, il y en a à peu près tout le temps un peu comme entre 2 et 4, là, environ, il n'y en a pas 10. Là. Ici, un exemple qu'on vous a sorti, on voulait ouvrir un nouveau compte client avec un engagement d'au moins X milliers de dollars. Fait que quand on a exposé ça aux employés, bien, il y en a qui avaient des idées pour le développement des affaires comme ça, puis ils ont levé la main et se sont regroupés ensemble pour constituer une GI du développement des affaires. L'autre, ça s'est passé un petit peu différemment, mais vous allez la comprendre aussi. On avait quelqu'un qui venait de rejoindre Logisphère puis qui avait eu des expériences de coaching dans le passé. Il avait envie de revivre ça, mais aussi un peu mieux. Il avait envie de remettre ça en place puis de continuer à faire évoluer sa pensée sur le coaching. Fait que là, on s'est dit, bon, il y a un besoin là, les gens pourraient utiliser ce service-là en interne. Puis il y en avait d'autres initiatives qui ressemblaient à ça. Fait que là, on s'est fixé un objectif de faire grandir les gens dans l'entreprise. Donc, ça a un peu inspiré l'objectif, là, en quelque sorte. Là, on est venu mettre le résultat clé attendu. On a officialisé qu'on allait conceptualiser le mentorat chez Logisphère. Donc, les gens qui avaient un intérêt à devenir coach ou qui avaient déjà vécu des expériences de coach puis qui voulaient partager leurs connaissances, bien, ils se sont regroupés dans une GI de coaching. Les groupes d'implication, les GI, ont vraiment permis un vent de fraîcheur. Chez nous, ça leur a rendu plus facile d'accès, les chemins à prendre pour contribuer et prendre part aux décisions de l'entreprise. On a ouvert la porte puis rendu accessible les moyens de s'impliquer. En éliminant les frontières entre les GI et la direction, ben, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça nous a donné accès à des idées super créatives. Ça l'a mis à profit l'intelligence collective du groupe. Puis ben, ça a permis de multiplier les nouvelles idées. Et piste numéro 2. Comment les individus se développent chez nous? Un pan de mur super important, je dirais même essentiel quand on veut envisager de faire des RH agiles, le développement de compétences. Vous comprendrez qu'on ne parle pas de formation de masse ici pris dans un catalogue. On mise plutôt sur des apprentissages sur mesure, sur de l'expérimentation qui offre beaucoup plus de sens. On souhaite que les gens comprennent pourquoi ils vont faire ces apprentissages-là puis que les acquis leur restent réellement à travers le temps. Et là-dessus, on va vous glisser un petit mot sur l'importance de la perspective. À main levée ici dans la salle fabuleuse, est-ce que vous connaissez la fable du tailleur de pierre? Quand même. On dit que mon micro ne marche pas. Panne de micro. Panne de micro. Pour revenir à la fable, mais vous m'entendez de toute manière? Non? Je ne pourrais pas t'aider. Là. Je peux me rapprocher si tu veux, là, mais... On attend-tu? Je continue-tu? Elle fait quoi, Céline, elle, quand son micro manque? Oh, elle a un spare caché quelque part. Ah! Test. Ça, sûrement. Oui? Ça marche-tu? Ça marche-tu? Allô? Parfait! Oh, you're back! Bien, comme il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, on va l'expliquer. De toute façon, c'est écrit, là, fait que j'ai pas le choix.
On a trouvé pour appuyer l'explication une image très récente de 2 tailleurs de pierre qu'on a trouvé sur Instagram. Donc, ils sont influenceurs et tailleurs de pierre, là, quand même. Ils se sont mis au goût du jour. C'est la morale qu'une vision ambitieuse puis une noble raison d'être vont donner du sens aux individus. Fait que si je demandais là, à le tailleur de pierre qui est à droite, puis je demandais qu'est-ce que tu es en train de faire, ben, il me dirait je suis en train de tailler des pierres pour bâtir un mur. Si je parlais à son ami en face, qui est un petit peu dans l'orangé, lui, il me dirait ben, je suis en train de tailler des pierres pour bâtir une cathédrale. Fait qu'on compare ces 2 individus-là, ben, on comprend que celui qui bâtit qu'un mur, ben, il manque un peu de sens dans son travail. Il est comme un peu désengagé. Tandis que l'autre qui bâtit une cathédrale, ben, il est clairement motivé par la perception de travailler pour quelque chose qui est plus grand que lui. Puis ses réflexions sont ambitieuses. Merci. Donc, maintenant que tout le monde connaît la dite fable, chez nous, afin de permettre ce développement puis la croissance de nos collègues, puis en fait, pour qu'ils se projettent dans l'avenir, surtout avec nous, on a puis qu'il développe la perspective du tailleur de pierre, celui de la cathédrale, celui de gauche, on a créé un service de développement de professionnels qui passe par la conception d'un plan de compétences ou, dans notre jargon à nous, un parcours de développement de compétences. Pour lui donner une saveur encore plus agile, un parcours donne l'idée que c'est évolutif, que ça peut être modifié à tout moment. Le parcours de développement de compétences, c'est un document qui est complété par l'employé puis qui rend visible ce qu'il souhaite améliorer, maintenir pour déployer son plein potentiel chez nous. On dit document. Ça peut être un support qui est différent. On n'est pas regardant un mind map, une feuille de route, un to-do list. Là. Quelque chose sur lequel on peut se baser pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, ce parcours-là va permettre à l'employé de se mettre en perspective et de s'engager envers lui-même aussi. L'information qui est contenue dans ce document-là, puis l'introspection qui vient avec, permet d'alimenter la conversation et la relation avec son coach, entre autres. Ça influence les discussions, ça inspire aussi, par le fait même, le parcours de l'entreprise, ça crée de la valeur. Se transformer individuellement, ça l'ouvre la voie à la transformation collective. Ce que je réalise, moi, dans mon petit carré de sable, là, ici, là, mais ça va impacter, c'est sûr que ça va toucher mes collègues, ça va impacter le travail des autres. Si je fais bien les choses, que je crée de la valeur, ben mon développement il est alors positif pour toute l'entreprise. C'est un peu comme l'effet papillon, qu'un simple petit battement d'aile peut avoir un impact super important et pas trop loin de nous. Une infime modification des conditions préalables peut rapidement avoir des effets très importants. Ensuite, pour aider les employés à se développer avec agilité, on a trouvé des façons de les accompagner dans leur évolution et dans l'accomplissement de leur parcours de développement. Le coaching, on l'a dit un petit peu plus tôt, mais on va quand même prendre le temps de l'expliquer. Il est arrivé, il a fait son entrée chez nous, puis il permet d'englober le développement de compétences, de l'inspirer, puis de le faire vivre. Les coachs ont été mis à contribution, puis ont été des outils précieux. Ils sont encore, là, comme s'ils n'existaient plus, mais ils sont bien là. Puis, merci à eux de rendre ça possible, parce qu'ils font toute la différence chez nous. C'est qui les coachs? C'est qui ces personnes-là chez nous? C'est des personnes c'est des collègues qui ont une certaine seniorité, assurément, qui ont une bonne connaissance des rouages de l'entreprise, puis que c'est des gens aussi volontaires chez nous qui ont ce rôle-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont permettre, dans le fond, à leur coacher selon leurs besoins propres. Et ils vont les aider à s'adapter, à réaliser leur parcours souhaité, autant sur le plan humain, c'est important, que technique. Ensuite, Suzy et moi, on va coordonner les activités de développement, par exemple, faire atterrir les formations aux besoins. Le document de parcours de développement, une fois rempli, fait office d'outil de prédilection pour nos coachs qui savent vers quoi leurs coachés veulent tendre, ce qu'ils aimeraient faire, améliorer ou simplement conserver et renforcer parce que des fois, le statu quo, c'est bien correct.
Par rapport au développement, Manu a mentionné dans l'autre diapo qu'on s'était questionné sur le terme à utiliser entre parcours et plan dans notre exemple. C'est un aperçu là, d'ajustement d'épices. On a dû s'adapter suite aux observations qu'on avait faites là, de notre première mouture, disons. Au début, on avait appelé ça un plan de développement. Puis on s'est rendu compte que les gens ne collaboraient pas beaucoup là, à la conception du plan. Puis en fait, comme dans tout projet agile, l'objectif, ce n'était pas d'avoir un plan fixe puis écrit dans le ciel, puis pour le respecter là, X années durant. C'est pourquoi le mot « parcours » nous parlait un petit peu plus, puis ça a comme un peu désatanisé la chose. Puis, on a aussi mieux communiqué l'objectif de ces parcours-là de développement, qui n'était absolument pas de suivre les gens à la trace puis des micro-manager, mais vraiment de les accompagner pour développer tout leur plein potentiel. Mais on sait que même en étant agile, ça prend un certain plan pour savoir où on s'en va. Pour les gens qui étaient présents hier et qui ont entendu Jean-René, check, on a le collant dans notre cahier, on sait faire des plans quand même. Il n'y a pas de mal à planifier des choses. Là. C'est de s'obliger à suivre le plan qui va être dangereux. Nos parcours de développement, là, donc, sont empiriques. On les vit, on les réévalue, puis on va les adapter là, chaque fois que quelqu'un va le souhaiter. C'est vraiment du sur-mesure pour chacun. Puis comme vous l'avez vu, bien, ça fait grandir tout le monde. Ça pousse comme ça tout le long du chemin. Après ça, au sujet du développement, ce qu'on a fait de bien, je crois, dans notre département RH, puis qui est pas mal agile, c'est la revue de notre processus d'évaluation. On part du principe que la tâche principale aussi des RH puis des gestionnaires, c'est vraiment de faire grandir des personnes. On est des servant leaders, comme on l'a vu au début. L'évaluation est vraiment basée sur plusieurs moments clés vécus par les employés dans leur année chez nous. On a venu multiplier les occasions d'obtenir de la rétroaction pour rendre service aux employés. En exposant les possibilités d'apprentissage, le feedback constructif, puis les rétroactions servent aussi à mettre en lumière les bons coups. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Une rétro, ce n'est pas juste pour se taper ses doigts. Donc, on a organisé les opportunités de rétroaction comme ça autour de rythmes d'événements d'affaires qui sont récurrents, plutôt que sur une année civile seulement, là, juste une fois par année. Oui, exactement. On ne va pas juste chercher du feedback en début ou en fin de mandat ou juste à la fin de l'année. On va chercher de l'information en cours de mandat, puis surtout, bien, on interpelle différentes personnes pour varier l'information reçue. Avec des boucles de rétroaction comme ça, plus courtes, on diminue les risques, on augmente les occasions d'apprentissage, on a une meilleure communication, on mobilise les gens, puis l'engagement suit souvent naturellement, c'est ce qu'il y a de beau là-dedans. Une partie de rétroaction s'adresse aux pairs aussi, là, pas vos papas, les collègues de proximité. Parce qu'on ne demande pas juste aux clients ou aux gestionnaires là, aussi, on va venir vraiment diversifier nos sources. Ces gens-là ont aussi vu évoluer notre monde, fait qu'ils sont en mesure aussi d'apprécier la contribution individuelle aussi des gens, soit parce qu'ils ont vu dans un groupe d'implication ou dans les occasions de coaching. On prend en compte comme ça la personne dans sa globalité plutôt que de la considérer vraiment de manière morcelée. Note épice numéro 3, comment les individus prennent des décisions. Comment on amène les gens chez Logosphère à prendre des décisions pour eux-mêmes puis par eux-mêmes dans un contexte de projet commun. On va vous montrer là, maintenant comment on amène les informations vers les gens pour qu'ils aient la connaissance nécessaire pour faire ces choix-là. Deux exemples qu'on trouvait parlants, là, où les gens prennent des décisions chez nous, puis où on fait preuve aussi, on leur demande de faire preuve d'auto-organisation puis de responsabilisation. Les congés limités. Le nom le dit bien, on offre aux employés de prendre le nombre de jours de congés qu'ils veulent dans l'année. Ils sont ultra auto-organisés, voire même auto-gérés là-dedans, dans la gestion de leur horaire.
En fonction de leurs clients quand même, parce que c'est des gens qui travaillent, hein, on n'offre pas de retraite non plus là, avec les congés limités. Fait que les gens ont la responsabilité et le droit de décider quand ils ont besoin de prendre des congés. Là. Nous, on fait juste mettre les outils à leur disposition pour qu'ils prennent soin d'eux. Le bien-être global fait partie de nos préoccupations en interne. Les congés limités sont aussi agiles dans leur administration. On a découvert ça. C'est définitivement un avantage pour nous en interne aussi. Oui, on sauve un paquet de temps. En l'occurrence, pour moi. En sauvant tout ce temps-là, en ne répondant pas aux demandes de banque de temps, de banque de congés, de soldes, d'anticipation de vacances, on peut alors mettre ces heures-là pour créer de la valeur ailleurs dans l'entreprise. Puis ça fait toute la différence. On garde ça simple. Puis le secret ici, c'est quand même la communication. Hein? Les gens sont ultra responsabilisés dans cette ouverture-là parce qu'ils doivent bien communiquer leur absence ou leur projet de congé pour que cette mesure-là puisse vivre et demeurer saine pour les finances de l'entreprise. On n'a plus beaucoup de temps. Ouais, on va les prendre à la fin pour les gens qui veulent rester. Merci. Le partage des bénéfices, maintenant, le nom aussi est assez révélateur. Là. C'est de l'argent qu'on remet aux employés 2 fois par année, en l'occurrence chez nous, selon les bénéfices réalisés par l'entreprise. Puis le montant des bénéfices aussi que les gens reçoivent est calculé en fonction du prorata des bénéfices qu'ils ont générés eux-mêmes individuellement. Grosse révélation, si vous n'en l'avez pas déduit, mais pour y arriver, il faut faire preuve d'une pleine transparence avec eux. Donc, chez nous, les gens connaissent le taux vendant en clientèle, donc les montants exacts qu'ils rapportent à l'entreprise. En contrepartie aussi, dans cette rencontre-là, on va parler des dépenses, on va parler d'autres choses aussi. On n'est pas juste là pour leur parler d'argent, c'est un autre moyen de feedback constructif aussi qu'on a trouvé. Fait que comme ça, avec toute l'information en leur possession, on favorise chez eux un état d'esprit soucieux des coûts, puis ils sont en mesure de faire des choix puis de prendre des décisions éclairées. On va... Bon, on a le temps, Non. Ben oui. Il reste 5 minutes. Ben non, il vient de flasher 5 minutes. Ah, ouais, je suis les directives. Oui. Tant pis. Tant pis. Pour finaliser la démonstration que des RH peuvent être agiles puis avoir un impact sur la culture, on a la représentation de notre expérience employée ici chez Logisphère. Ça, c'est notre recette à nous, là, telle qu'elle est actuellement, parce qu'on va continuer de l'épicer, parce que les goûts changent aussi, puis il y a des nouvelles épices qui apparaissent aussi sur le marché. Cette image-là, on l'a sortie aussi parce qu'on sentait bien le feedback en continu là-dedans, puis l'optimisation du flux de valeur. L'état d'esprit, puis les valeurs agiles aussi qu'on véhicule aident à créer un wow aussi dans cette expérience-là. C'est un peu, tu sais, la fameuse démonstration du les bottines suivent les babines. On a réfléchi à un système plus puissant et non des personnes mieux contrôlées, comme l'a suggéré aussi le Management 3.0. On donne aux employés l'environnement, puis le soutien dont ils ont besoin, puis on leur fait confiance pour qu'ils fassent le travail par la suite. On espère, on arrive à la fin parce que c'est ça. On espère sincèrement vous avoir inspiré aujourd'hui pour entamer ou poursuivre votre révolution de gestion des ressources humaines. N'oubliez pas de penser d'abord à votre base, l'état d'esprit, les valeurs, la sécurité. Ça passera peut-être pas par vous ici dans la salle, ou peut-être, parce qu'il y a des RH. Mais tu sais, on ne connaît pas tous vos rôles. Et si vous voyez déjà des pistes d'amélioration possibles, pourquoi pas aller voir justement votre département RH puis participer à le changement avec eux, créer votre GI à vous. Tout est possible. Dites-vous que la seule chose qui est pas mal certain, c'est que ça ne se passera pas comme prévu, là, mais que l'amélioration continue est construite sur des erreurs.
On pourrait finir avec la citation, Manu. Qu'est-ce que tu en dis? OK, bien, on vous laisse là-dessus, dans le fond. On va la lire avec vous. Là. C'est une citation de Leandro Herrero. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ce monsieur-là, c'est le directeur de Viral Change, qui est une plateforme de mobilisation à grande échelle chez les organisations. Donc, ça y est, on se lance. On la lit avec vous. Trouvez des personnes au caractère gracieux et généreux qui veulent faire la différence. Laissez-les avoir de l'espoir, de la confiance et de la force. Soyez honnêtes dès le premier jour, ça ne sera pas facile. Donnez-leur un grand objectif commun puis demandez-leur de l'aide. Invitez-les à se joindre à vous, un voyage que vous avez déjà commencé. Donnez-leur l'espace nécessaire pour travailler en mode d'égal à égal. Traitez-les pour ce qu'ils sont et non pour leur titre ou leur rang. Fournissez des ressources. Faites-leur confiance. Cette nuit-là, vous dormirez bien, vous aurez entamé une révolution de gestion. Merci. Yeah. Première expérience, tout le monde nous avait dit qu'on allait la finir plus tôt que prévu, donc ça a été plus long. On défait les statistiques. S'il y en a qui ont des questions, on reste ici. Oui, vous pouvez venir nous voir. On ne mord pas, on est bien fine. Merci. Merci.